Le Canada vient de frapper les banques américaines et Donald Trump ne s'y attendait absolument pas. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait bien changer la façon dont vous voyez l'économie des deux côtés de la frontière. Restez avec moi, aujourd'hui on va démêler un événement majeur, presque historique, dans la relation économique entre le Canada et les États-Unis. Oui, vous avez bien entendu, le Canada vient de riposter si fort qu'il a visé directement le système bancaire américain. Et la réaction de Donald Trump, disons qu'elle était loin d'être ce que tout le monde attendait. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous aimez qu'on décrypte l'actualité sans langue de bois, avec du contexte et pas juste des gros titres, prenez 2 secondes pour soutenir la chaîne, un like, un abonnement, ça ne vous coûte rien, mais pour moi, ça change tout. Allez, maintenant, je vous explique ce qui est vraiment en train de se passer. Tout commence par une montée des tensions qui couvaient depuis plusieurs mois entre Washington et Ottawa. Officiellement, il s'agit de désaccords commerciaux classiques, subventions industrielles, protection de certains secteurs stratégiques, équilibre des échanges. Mais en réalité, le climat est beaucoup plus politique que technique. Depuis le retour d'une ligne économique dure incarnée par Donald Trump, les États-Unis ont remis sur la table une stratégie très simple, pression maximale pour obtenir des concessions, hausse des droits de douane, menaces ciblées, renégociation agressive. Le message est clair, America First, même si cela signifie brusquer ses partenaires historiques. Le Canada, lui, s'est retrouvé dans une position délicate. Son économie est profondément liée à celle des États-Unis. Près des 3/4 de ses exportations traversent la frontière sud. Autrement dit, quand Washington tousse, Ottawa attrape un rhume. Au départ, la réponse canadienne est restée mesurée. Des déclarations fermes, des discussions diplomatiques, quelques contre-mesures ciblées, rien d'explosif. Le gouvernement canadien ne voulait pas déclencher une guerre frontale avec son principal partenaire économique, mais progressivement le ton a changé parce que les nouvelles mesures américaines ne visaient plus seulement des produits symboliques. Elles touchaient des secteurs sensibles, industrie, énergie, matières premières, des piliers de l'économie canadienne. Et à ce moment-là, à Ottawa, une réflexion stratégique s'est imposée. Continuer à répondre produit contre produit ou changer complètement de terrain. C'est là que la riposte devient intéressante. Au lieu de rester dans le schéma classique des tarifs douaniers, le Canada aurait choisi d'utiliser un levier beaucoup plus discret, mais infiniment plus stratégique, l'accès à son système financier. Et ça, c'est une autre dimension. Parce que dans une économie moderne, la finance n'est pas un secteur parmi d'autres, c'est l'infrastructure invisible qui fait tourner tout le reste. Toucher à la finance, ce n'est pas bloquer un conteneur à la frontière, c'est agir au cœur du moteur et c'est précisément ce déplacement du conflit, du commerce vers la finance qui change totalement la nature du rapport de force. On ne parle plus simplement d'acier, de bois ou d'agriculture, on parle d'un signal politique fort. Si vous exercez une pression maximale sur notre économie réelle, nous pouvons, nous aussi, exercer une pression sur votre architecture financière. Et ça, très peu d'analystes l'avaient anticipé. Ce moment marque un basculement. La relation économique entre les deux pays ne se limite plus à une interdépendance tranquille. Elle devient un jeu stratégique assumé, où chaque camp teste la solidité de l'autre. Et dans ce jeu-là, la surprise est souvent l'arme la plus puissante. Pour comprendre pourquoi c'est une vraie frappe économique, il faut sortir un instant des slogans et regarder comment fonctionne réellement le pouvoir financier américain. Les grandes banques américaines ne sont pas de simples entreprises privées, elles sont des acteurs systémiques. Elles financent les multinationales, elles soutiennent les marchés obligataires, elles interviennent sur les devises, elles structurent les grands projets d'infrastructure, elles sont partout. Et surtout, elles opèrent à l'international. Quand une banque américaine entre sur un marché étranger, ce n'est pas juste pour ouvrir quelques agences. Elle capte des flux d'épargne, elle finance des entreprises locales, elle crée des dépendances financières. Autrement dit, elle étend l'influence économique américaine. Alors imaginez ce que cela signifie si un pays stable, développé, intégré comme le Canada, décide soudainement de restreindre cet accès.
On ne parle pas d'un pays marginal, on parle d'une économie du G7 profondément connectée aux circuits financiers mondiaux, un marché sûr, prévisible, rentable, exactement le type de terrain que les grandes banques recherchent. Limiter leur marge de manœuvre là-bas, c'est envoyer un signal qui dépasse largement la frontière canadienne, c'est dire l'accès au marché n'est pas acquis, il peut devenir un levier politique. Et là, on change complètement d'échelle, parce que dans une guerre commerciale classique, les entreprises peuvent s'adapter, elles réorganisent leur chaîne d'approvisionnement, elles absorbent une partie des coûts, elles négocient, mais dans la finance, la confiance est centrale. Et la confiance, elle, est fragile. Si les marchés commencent à percevoir que l'accès bancaire peut devenir un instrument de représailles géopolitiques, cela introduit un facteur d'incertitude nouveau. Les investisseurs détestent l'incertitude. Les banques, encore plus. Et ce qui rend la situation encore plus stratégique, c'est l'icolique, c'est le symbole. Les États-Unis utilisent depuis des décennies leur domination financière comme un outil d'influence mondiale. Sanctions, restrictions d'accès au dollar, contrôle des transactions internationales. Washington sait manier l'arme financière, voir un allié proche utiliser une logique similaire, même à une échelle plus réduite, c'est presque un renversement psychologique. Ce n'est pas seulement économique, c'est politique. Le message implicite est puissant. Le monopole de la pression financière n'est plus unilatéral. Et si cette logique se normalise, si d'autres pays observent que le Canada peut tenir tête sans s'effondrer, cela pourrait encourager d'autres gouvernements à explorer les mêmes leviers. Autrement dit, ce qui ressemble à une mesure technique pourrait en réalité ouvrir une nouvelle phase dans les rapports de force économiques mondiaux. Et c'est précisément pour ça que cette décision est perçue comme une frappe. Pas bruyante, pas spectaculaire, mais stratégique. Ce qui rend la situation encore plus explosive, c'est la réaction américaine, ou plutôt l'absence de réaction immédiate, parce que si on connaît le style de Donald Trump, on s'attend à une riposte instantanée, un message fort, une déclaration musclée, une menace claire. C'est sa marque de fabrique politique, ne jamais laisser passer un coup sans répondre plus fort. Et pourtant, dans les premières heures, le ton est resté étonnamment mesuré. Officiellement, l'administration a minimisé, impact limité, mesures techniques, les banques américaines restent solides. Le discours visait clairement à rassurer les marchés, à éviter la panique. Mais derrière cette façade, la situation est beaucoup plus délicate parce que répondre à une mesure financière par une autre mesure financière, c'est prendre le risque d'une escalade incontrôlable. On ne parle plus de conteneurs bloqués dans un port, et on parle de flux de capitaux, de liquidités, de stabilité monétaire. Une surréaction pourrait déclencher des turbulences boursières. Une sous-réaction pourrait être perçue comme un aveu de faiblesse. Et pour un dirigeant qui a bâti sa posture politique sur l'idée de force et de domination économique, la marge de manœuvre est étroite. Il y a aussi un calcul politique intérieur. À l'approche d'échéances électorales, chaque décision devient stratégique. Une guerre commerciale qui fait grimper les prix à la consommation, mauvais signal pour les électeurs, une crise financière transfrontalière, encore pire. Donc Washington doit choisir, escalader ou temporiser. En coulisses, selon plusieurs analystes, différentes options seraient à l'étude. Pression diplomatique, menace de nouvelles taxes ciblées, restrictions réglementaires sur certaines institutions canadiennes opérant aux États-Unis. Mais aucune de ces options n'est sans risque. Car cette fois, le Canada ne s'est pas positionné comme un acteur passif. Il a montré qu'il pouvait frapper là où ça compte. Et c'est peut-être ça le vrai choc pour l'administration américaine. Le changement d'attitude. Pendant longtemps, la relation était asymétrique. Les États-Unis dictaient le tempo, les partenaires s'ajustaient. Aujourd'hui, le rapport de force semble plus équilibré et dans ce contexte, toute réaction excessive pourrait donner l'impression que Washington perd le contrôle du récit. Ce qui se joue ici dépasse la simple mesure économique. C'est une bataille de perception qui domine, qui impose le rythme, qui fixe les règles. Et tant que cette question reste ouverte, la tension reste maximale, parce qu'en politique comme en finance, le silence peut être plus inquiétant que le bruit.
Maintenant, parlons des effets concrets, parce que derrière les grandes stratégies et les déclarations politiques, ce sont les marchés qui réagissent en premier, et les marchés, eux, fonctionnent à la perception dès qu'un doute apparaît sur la stabilité d'une relation économique aussi intégrée que celle entre le Canada et les États-Unis. Les investisseurs ajustent leur position, certains réduisent leur exposition, d'autres cherchent des valeurs refuges. Résultat, volatilité accrue. Les premières secousses se voient souvent sur les devises. Le dollar canadien et le dollar américain sont étroitement liés par le volume colossal d'échanges commerciaux entre les deux pays. Si les flux financiers deviennent plus incertains, les traders anticipent des ralentissements, des changements de politique monétaire, voire des ajustements de taux d'intérêt. Et dès que les anticipations bougent, les monnaies suivent. Ensuite, il y a les entreprises. Des milliers d'entreprises opèrent des deux côtés de la frontière. Elles empruntent auprès de banques américaines pour investir au Canada. Elles utilisent des services financiers transfrontaliers pour gérer leurs paiements, leurs assurances, leurs opérations internationales. Si l'accès bancaire devient plus complexe ou plus coûteux, cela peut ralentir les investissements, retarder des projets, augmenter les coûts de financement. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas immédiat, mais c'est progressif et cumulatif. Il y a aussi un effet psychologique puissant, l'incertitude. Quand les règles du jeu semblent évoluer, même légèrement, les dirigeants d'entreprise deviennent plus prudents. Ils attendent, ils reportent, ils sécurisent leur trésorerie, et dans une économie moderne, la prudence généralisée peut freiner la croissance. Autre point clé, les marchés financiers mondiaux observent. Parce que si deux économies aussi intégrées que celles du Canada et des États-Unis peuvent utiliser la finance comme outil de pression, cela envoie un signal global. Les autres partenaires commerciaux prennent note. Cela pourrait accélérer certaines tendances déjà en cours: diversification des partenaires, réduction de la dépendance à un seul marché, recherche d'accords alternatifs. On entre alors dans une dynamique plus structurelle, moins d'intégration automatique, plus de stratégie nationale, plus de calculs géopolitiques dans les décisions économiques, et à long terme, cela pourrait redessiner certaines chaînes d'approvisionnement, certains flux d'investissement, voire certaines alliances commerciales. Ce qui est fascinant, c'est que nous sommes peut-être face à un moment charnière, pas forcément une crise spectaculaire, mais un déplacement subtil des lignes, un rappel que même les relations économiques les plus stables peuvent devenir des terrains de confrontation stratégique. Et dans ce genre de situation, ce n'est pas toujours le choc immédiat qui compte le plus, c'est l'évolution lente mais durable des équilibres. Alors maintenant, la vraie question, qu'est-ce que ça change pour vous? Parce que tout ça peut sembler lointain, des banques, des gouvernements, des stratégies géopolitiques, mais en réalité, quand deux économies aussi imbriquées entrent dans un bras de fer, les répercussions finissent toujours par descendre jusqu'au quotidien. D'abord, il y a les prix. Si les tensions commerciales persistent, certaines importations peuvent devenir plus coûteuses. Quand les entreprises paient plus cher leur financement ou leurs assurances, elles répercutent une partie du coût, pas forcément du jour au lendemain, mais progressivement. Ensuite, il y a les taux d'intérêt. Si les marchés deviennent plus instables, si les banques centrales doivent ajuster leur politique pour protéger leur économie, cela peut influencer les conditions de crédit. Hypothèques, prêts à la consommation, financement des entreprises, autrement dit, le coût de l'argent peut bouger. Et quand le coût de l'argent change, tout change. Il y a aussi la question de l'emploi. Les entreprises qui dépendent fortement des échanges transfrontaliers peuvent ralentir leur recrutement en période d'incertitude, reporter des investissements, geler certains projets. Encore une fois, ce n'est pas forcément brutal, mais c'est diffus. Plus profondément, ce genre d'événement révèle quelque chose d'important. L'interdépendance n'est plus synonyme de stabilité automatique. Pendant des décennies, on nous a expliqué que plus les économies étaient connectées, moins elles avaient intérêt à s'affronter. Aujourd'hui, on voit que l'interconnexion peut aussi devenir un levier de pression. Et ça, c'est un changement de paradigme. Cela signifie que les décisions politiques peuvent avoir des effets économiques plus rapides, plus directs, plus stratégiques qu'avant. Pour vous, en tant que citoyen, cela veut dire une chose essentielle: l'économie n'est pas une mécanique neutre. Elle est profondément
politique. Les choix faits à Washington ou à Ottawa ne restent pas dans les bureaux, ils se traduisent tôt ou tard dans les conditions de vie. Et c'est pour ça que ce qui se joue aujourd'hui dépasse le simple conflit commercial. C'est une bataille sur la capacité d'un pays à défendre ses intérêts dans un système mondialisé, sans déclencher une tempête qu'il ne pourrait plus contrôler. La question n'est donc pas seulement qui va gagner, la question est jusqu'où les deux camps sont prêts à aller et à quel prix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez compris que ce qui se joue dépasse largement une simple dispute commerciale. Alors dites-moi en commentaire, selon vous, est-ce que le Canada a eu raison de frapper aussi fort ou est-ce qu'il prend un risque dangereux face à Washington ? Ce que nous sommes en train de voir, ce n'est peut-être pas une crise spectaculaire avec des cracks et des discours enflammés, c'est peut-être quelque chose de plus profond, un déplacement silencieux du pouvoir. Le Canada vient d'envoyer un message clair, même face à la première puissance mondiale, il existe des leviers et ces leviers peuvent toucher le cœur du système. La vraie inconnue maintenant, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qui va suivre. Est-ce que Washington va choisir l'escalade ? Est-ce qu'une négociation en coulisses est déjà en cours ? Ou est-ce qu'on assiste au début d'un nouvel équilibre en Amérique du Nord ? Une chose est sûre, quand la finance devient une arme diplomatique, les règles du jeu changent. Et dans ce nouveau jeu, chaque décision peut redessiner l'avenir économique du continent. On se retrouve très vite pour la suite.